Est-ce que vous avez des questions sur... Alors, oui, mais si vous levez la main tous en même temps... alors, d'abord, Madame Calais, je vous en prie. Parlez bien dans le micro. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit du point 46 qui concerne l'association l'ALEF, qui est une association qui propose des consultations psychologiques gratuites à des personnes en situation de précarité et qui intervient auprès des professionnels concernés par ces problématiques. On voit là que la mise à disposition des locaux de la MDA, de l'Arsenal, ne se fait pas à titre gracieux, comme pour les associations citées précédemment. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Et le deuxième point concerne le cadre de l'attribution des marchés pour les denrées alimentaires du groupement de commande pour la ville et le CCAS, notamment pour les légumes bio surgelés, donc qui a été attribué à Cisco France. La question que nous nous posons, c'est est-ce que les centrales de production locales ont été consultées ? Bon, je n'ai pas bien compris la deuxième question. Je vais vous répondre à la première. Cette association ALEF est une association qui utilise depuis de nombreuses années des locaux, ponctuellement, des locaux de la maison des associations, et qui, depuis de nombreuses années, est habituée à contribuer aux charges de fonctionnement de la MDA parce que l'activité de cette association est une activité lucrative. Voilà. On la finance à des logiques politiques de la ville. Ensuite, Mme Doubrère me confirme qu'elle est également financée par le GIP politique de la ville. Et vous n'ignorez pas que dans le GIP, nous sommes partie prenante indirectement par le biais de l'agglomération. Dans le micro, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'activités lucratives, ce sont bien des consultations gratuites à destination des publics en situation de précarité. Moi, on m'a dit que c'était une activité payante qui concerne des consultations de psychologie ou de psychiatrie, j'en sais rien. On va regarder, si vous voulez. Je demande à Jean-Paul Gerbet, responsable des associations, de bien vouloir examiner cela de près. En attendant, si vous le voulez, on retire le point 46, même s'il s'agit d'un compte-rendu. On le réexaminera, enfin, on y reviendra éventuellement lors d'un prochain conseil. La deuxième question, dites-moi quel est le numéro ? Pardon, il n'y a pas de numéro, mais ça concerne le cadre de l'attribution des marchés. C'est juste après. Donc, ce n'est pas numéroté. Et ça concerne l'attribution des marchés pour les denrées alimentaires du groupement de commande pour la ville et le CCAS et pour les légumes bio surgelés. Voilà, ce marché a été attribué à Cisco France. On avait déjà eu l'occasion, je pense, d'en parler ici. Et donc la question que nous nous posions est la suivante. Est-ce que les centrales de production locales ont été consultées ? Non, madame, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Nous, et c'est pareil pour tout le monde, quand un marché est ouvert, on lance le marché, on lance un appel à concurrence. Et ce sont les entreprises qui sont capables de répondre, qui répondent au marché. En aucun cas, nous ne prenons l'initiative d'aller consulter les gens. S'ils ne répondent pas, ils ne peuvent pas être tenus. Voilà. Et ceci étant, votre remarque me permet de dire que dans beaucoup d'autres domaines, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, il y a beaucoup d'entreprises qui ne répondent jamais à nos appels d'offres. Jamais. Et il m'arrive régulièrement de voir le président de tel syndicat qui me dit « quand même, telle entreprise, vous ne la prenez jamais ». On ne la prend jamais, mais parce qu'elle ne répond jamais à nos offres de marché. Il faut répondre. Et il faut répondre au cahier des charges, il faut faire des propositions de tarifs, et c'est la commission des marchés publics qui décide. Voilà. Ensuite, monsieur... Oui. Allez-y. Oui, nous avions... Bonsoir, monsieur le maire. Nous avions déjà clairement exprimé lors du conseil municipal du 25 mai dernier notre désaccord à propos de votre habitude de lancer des poursuites en justice un peu à tort et à travers. Malheureusement, nous avons l'impression que vous recommencez. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur le point 3 de ce compte rendu, s'il vous plaît ?
justice, sur le point 3. Le point numéro 3. Ah qu'est-ce que vous voulez savoir? Que voulez-vous savoir sur le point numéro 3, M. Rouget? Qui vous poursuivez? Pourquoi? Puisque apparemment il y a beaucoup de poursuites qui se font dans Alors, cette... non, il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre. Là, lisez bien le texte. Ce n'est pas nous qui poursuivons. C'est nous qui sommes poursuivis et donc nous répondons. Et nous répondons par intermédiaire d'un avocat. Et il y a beaucoup d'autres points sur lesquels, si vous voulez qu'on vous donne des explications sur l'ensemble des dispositifs, on le fera. Mais sur le point numéro 3, je suis désolé, c'est nous qui sommes attaqués par un drôle d'équipage, d'ailleurs, je le souligne au passage, un drôle d'équipage qui est composé de M. Schell, de M. Collin, je ne sais pas qui c'est, de Mme Mendes et du syndicat de la CGT. Voilà l'équipage qui nous attaque, eh bien, nous nous défendons. Madame Lahutte? Merci, Monsieur le maire. Moi, c'est le point 31. C'est juste une question. Pourquoi la FNACA bénéficie-t-elle de 2 locaux municipaux, celui qui est cité dans le document, et un autre, 7 rue de l'Aiguerotte? Nous nous en étions déjà inquiétés lors d'une commission vie associative et monde de combattants. La réponse donnée a été qu'il s'agit de la même association, mais l'une intervient localement et l'autre sur le département. Cette réponse ne nous convient pas. Pourquoi entrer dans de telles considérations alors que beaucoup d'associations attendent des locaux et certaines depuis des années? Ne serait-il pas judicieux de proposer à la FNACA qu'un seul lieu avec un planning d'occupation? Alors, avant de poser cette question, ce serait bien que vous puissiez aller voir les locaux en question. Deuxièmement, quand vous me dites qu'il y a de nombreuses associations qui attendent depuis de nombreuses années, ça serait bien, madame, que vous regardiez un peu derrière vous et que vous puissiez vous rappeler combien de maisons d'associations et combien de locaux nous avons réalisés pour les associations de cette ville. Plusieurs centaines d'associations sont hébergées aujourd'hui dans des locaux que nous avons réalisés. Alors regardez, quelques années avant, on va dire au moins 2 décennies, et vous me direz combien il y avait d'associations qui ont été hébergées. Voilà, alors je crois qu'il faut être raisonnable. Moi, je ne connais pas les 2 locaux en question. Je demande à M. Gerbet d'aller voir s'il y a un problème ou pas. Peut-être que ce serait bien, si tu as l'occasion, d'y aller avec Mme Lahutte. Ah ben alors vas-y. Non, avec micro. Tout est enregistré, il faut micro. Oui, Madame Lahutte, suite à notre commission vie associative, effectivement, on va mutualiser. J'aurais préféré que vous m'appeliez, ça va être fait dans les semaines à venir. Mais sachez que ces associations d'anciens combattants, c'est des personnes âgées, c'est difficile à les joindre. Elles ont des difficultés pour se déplacer, mais ça va être fait. Et dire qu'on laisse les associations sur le côté, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. J'ai même reçu en fin de semaine dernière un de vos amis, je le cite, M. Torres, à qui on donnera une réponse rapidement. La réponse vous convient, Madame Lahutte? Avez-vous des questions sur cette délibération? Qui c'est qui lève la main là-bas? Je ne vois pas bien. Madame Lahutte. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, nous, tout d'abord, nous tenons à saluer le travail des services et la qualité de la note transmise en commission, où nous avions donc donné des réserves, enfin un avis favorable donc avec les réserves qui sont reprises dans cette délibération. Voilà, donc nous allons donner nous aussi un avis favorable. Mais nous trouvons quand même regrettable que l'absence de stratégie d'aménagement du secteur de l'Arsenal fasse que se côtoient des activités où sont utilisés des produits dangereux avec des activités festives induisant une présence potentielle importante de la population. Monsieur Clavry. Madame Lahutte, c'est une bonne question que vous soulevez et
il est important de dire ce que fait l'entreprise Alcium, qui d'ailleurs vient de changer de nom. Cette entreprise, qui est discrète par nature, Alcimex, elle s'appelle Alcimex maintenant. Cette entreprise qui est discrète par nature fait un travail absolument remarquable qui ne peut pas comporter de danger. Le président de l'agglomération, Gérard Trémège, l'a visité, ainsi que moi, et ils font de la découpe de panneaux de beryllium, mais il ne s'agit pas de découpe avec des fumées, de la laser, du feu. Il s'agit d'outillage coupant. Autrement dit, il n'y a pas de risque, ni d'explosion, ni de feu qui puisse exister, et il s'agit d'une entreprise extrêmement vertueuse. J'ajoute que M. Julien, qui est le directeur de site, s'était vertué pour avoir ce marché qui va concerner des emplois qualifiés à Tarbes. Cette entreprise ne comporte donc aucun danger. Et d'ailleurs, cette délibération qui vous est faite, ils sont soumis à déclaration, puisque c'est un seuil électrique, soumis à déclaration et pas à autorisation. Et tous les choix de sécurité ont été pris parce que, bien que soumis seulement à déclaration, ils ont demandé à passer en CODERS pour que toutes les instances soient consultées. Autrement dit, nous avons la chance d'avoir une entreprise sur l'agglomération à cet endroit précisément qui ne comporte aucun risque et qui fait un travail industriel qui crée des emplois qualifiés et qui, d'ailleurs, dans ce projet, j'ajoute, participe à une activité c'est la fusion nucléaire qui va permettre d'économiser, mais vous le savez ça, d'économiser comment dirais-je, la matière première qu'on utilise, le nom m'échappe là, ici maintenant, 75% de la matière utilisée grâce à cette technique, la fusion nucléaire. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais vraiment, nous avons toutes les sécurités. Merci, M. Clavry. J'en profite pour rappeler qu'il y a quelques décennies, quand il y avait 3600 personnes qui travaillaient encore à l'Arsenal, il y avait la fabrication d'obus. Et que d'ailleurs, il y a eu des accidents avec des dégâts significatifs. Là, tout est effectivement pris en compte pour qu'il n'y ait pas le moindre problème. Voilà. Madame Toulouse, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter peut-être un petit point par rapport à la question de Madame Lahutte. Je voulais juste préciser en fait que par rapport aux inquiétudes qui avaient pu être soulevées au niveau de la commission, il faut bien entrevoir que l'Adréal, en fait, elle va imposer des mesures par rapport au beryllium. Elle va préciser dans son arrêté tous les contrôles qui vont être faits, et c'est une installation qui va être particulièrement surveillée, mais qui, l'Adréal a répondu favorable, a émis pour l'instant un avis favorable, parce que justement, l'entreprise répondait à toutes les interrogations qui lui avaient été posées. Elle met en place des systèmes de filtrage de l'air qui sont particulièrement innovants, tant pour la santé des salariés qui seront présents sur le site que pour les usagers de la voirie à l'extérieur. Et donc je pense que l'entreprise, elle répond particulièrement à tous les points et toutes les interrogations qui lui ont été posées. Par ailleurs, vous voyez bien qu'il y a l'avis de l'Adréal, l'avis du SDIS, l'avis du CODERS. L'avis du CODERS n'était même pas obligatoire, il était simplement facultatif. Donc justement, en plus, il faut savoir, pour être parfaitement complète, que la transmission des données et du rapport de l'Adréal, donc qui va effectuer toutes les mesures de contrôle, notamment au niveau de l'air, seront consultables par tous les concitoyens sur le site Géorisque. Donc vous pourrez, en temps utile, consulter toutes ces données. Et effectivement, je pense que si l'entreprise apporte autant de transparence, c'est que justement, elle répond à toutes les demandes qui lui ont été faites. Voilà ce que je voulais préciser. Excellente, merci Madame le rapporteur. Excellente question Madame Lahutte qui a permis d'apporter toutes ces précisions. Y a-t-il d'autres questions ? Je soumets cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Elle est adoptée. Merci. Avez-vous des questions à poser au rapporteur ? Monsieur Rouget. Nous allons voter contre cette délibération. La question de l'affichage et de l'espace public mérite en effet davantage que la reconduction automatique et paresseuse de contrats qui datent de 11 et 15 ans avec des prestataires privés.
À Tarbes, le constat est sévère, hein. Les espaces d'expression publique sont beaucoup trop rares. Ça conduit à des affichages sauvages, actuellement par exemple, certains qui sont inadmissibles et pourtant tolérés, que ce soit sur le mobilier urbain ou sur carrément des bâtiments privés. Il faut y remédier, la mairie doit y travailler, et c'est pas le travail d'entreprises privées. Par ailleurs, nous l'avons déjà dit, nous sommes opposés aux écrans, LCD ou autres, qui constituent une véritable pollution visuelle et agressive. Et c'est pas le rôle de la municipalité de soumettre nos concitoyennes et nos concitoyens à un véritable matraquage publicitaire. Pour nous, la reconduction de ces contrats ne s'impose pas tant qu'une remise à plat complète et une réflexion de fond n'ont pas été mises en place, en associant les Tarbaises et les Tarbais, mais aussi des organisations concernées, des associations de consommateurs par exemple, et puis des intervenants compétents en la matière, par exemple sur la question de la pollution visuelle et sonore. Merci. Et lumineuse, pardon, pas sonore. Et lumineuse, pardon. Monsieur Rouget, je ne peux qu'être d'accord avec vous sur le fond. Oui, vous avez raison. Nous sommes agressés en permanence par de l'affichage sauvage partout et de l'affichage venant de toutes parts. Il y a autant d'affiches de M. Zemmour que de M. Roussel. Oui, vous pouvez dire non, si vous voulez, je vous amènerai voir où il y en a. Tout le monde aujourd'hui, effectivement, pose problème. Et c'est justement parce qu'on ne peut pas laisser souiller en permanence l'espace public, les murs de bâtiments publics ou de bâtiments privés, que on ne peut pas laisser faire ça. Donc, on a décidé d'engager sur certains secteurs de la ville un contrôle par caméra pour pouvoir verbaliser les fauteurs de troubles. Il en est de même d'ailleurs pour les dépôts sauvages de poubelles. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la mode, c'est, pour ne pas payer l'enlèvement de ces ordures ménagères, c'est d'aller mettre le sac dans une poubelle voisine, voire même sur le domaine public, à côté des récup verts, etc. Donc là, je le redis clairement, des caméras sont en cours d'installation. On a commencé à mettre des affiches pour prévenir les riverains des endroits où nous relevons ce type de délit, et les sanctions suivront ensuite. Alors après, de passer des conventions dans le cadre des marchés publics avec des sociétés sérieuses qui disposent de moyens et de matériel adéquats, n'a rien de choquant. Et je dis que ça permet précisément de mettre de l'ordre dans l'affichage commercial. Merci, monsieur le maire. Je souhaitais apporter une précision. J'ai entendu qu'on reconduisait des contrats de façon fainéante, apparemment. Je rappelle que ces contrats sont reconduits jusqu'en 2023, parce qu'actuellement, nous travaillons en collaboration justement avec l'agglomération et Lourdes pour passer à un marché public commun qui nous permettra de changer le mobilier urbain de façon plus économique et donc de réduire les coûts à la fois pour la commune de Tarbes et celle de Lourdes. Donc c'est une décision temporaire et provisoire. Merci de ces précisions très intéressantes. Madame Lahutte. Oui, alors, oui, quelques questions pour les deux appartements situés l'un à la résidence Les Balcons de Saint-Jean et l'autre 18 rue Joliot-Curie. Oui. Pourquoi vendons-nous des logements appartenant à la SEMI ? Pourquoi la SEMI ne les propose-t-elle pas à ses locataires en priorité ? Non, mais vous êtes mal informé parce qu'aujourd'hui, c'est la SEMI qui gère ces appartements et qui donc a des locataires. Et alors, c'est l'inverse qu'il faut qu'on regarde, ce que j'ai demandé à la SEMI. J'ai demandé à la SEMI de regarder pourquoi elle ne procéderait pas elle-même à l'acquisition de ces appartements, puisqu'elle gère les loyers des personnes qui les occupent. Donc ça va tout à fait dans le sens de votre question. D'accord. Bon. Et alors après, bon, c'est pour l'école Michelet. Oui. Notre souhait concernant ces anciens logements de fonction est toujours le même. C'est-à-dire les proposer à des familles mal logées ou qui occupent des logements indignes, comme le rappelle le dernier bilan sur le logement en France de la Fondation de l'Abbé Pierre. Ils peuvent être aussi conservés pour des logements d'urgence,
ou encore proposer aux agents municipaux. Voilà, et puis ensuite, serait-il possible de connaître le patrimoine immobilier de notre ville ainsi que l'historique de ses acquisitions? Alors, pour répondre à votre question, et je répondrai ensuite à la seconde, il ne vous a pas échappé qu'il s'agit d'un appartement de 140 mètres carrés qui a été évalué par les domaines à 115 000 euros, c'est-à-dire à un prix quand même relativement bas par rapport au marché. Pourquoi ce prix est-il aussi bas? Parce qu'il y a des travaux importants à faire. Et si demain, il y a un employé municipal qui a envie de procéder à l'acquisition et donc à la rénovation de ce bâtiment, il pourra l'acquérir et bénéficier, je dis sous le contrôle d'Amaury Troussard ici présent, de toutes les aides que nous accordons dans le cadre de l'opération Action Cœur de Ville. Voilà, tout simplement. Donc, pour répondre maintenant à la deuxième question de Mme Lahutte, c'est une question effectivement importante. Bien sûr que nous avons, Mme Lahutte, un inventaire de tout le patrimoine immobilier qui appartient à la ville. Je ne vous garantis pas, par contre, que pour certains immeubles très anciens, nous retrouverons toute la documentation qui vous satisfera. Mais aujourd'hui, et là c'est une première étape vers laquelle nous nous engageons en procédant à la cession de ces immeubles, il y en aura d'autres. Nous préférons nous débarrasser d'un patrimoine qui impliquerait des travaux très importants. Là, on va pouvoir, si on vend tout, récupérer 600 000 euros qui pourront être investis dans l'opération Action Cœur de Ville, comme je l'ai déjà dit, parce que l'opération Action Cœur de Ville, elle est génératrice d'un effet de levier énorme. Un effet de levier énorme. Si on met 600 000 euros, eh ben, c'est au moins 3 millions de travaux. Au moins 3 millions de travaux. Donc, j'estime qu'il n'y a pas photo, quoi. Et si on veut servir la ville utilement, on a défini un périmètre de rénovation d'immeubles anciens dans le cadre d'opération Cœur de Ville. Il y a certains de ces immeubles qui sont en vente qui ne sont pas dans ce périmètre, mais nous sommes prêts à étudier toute proposition qui pourrait nous être faite, y compris par des agents municipaux. Et en l'occurrence, je pense que rue des Carmes, c'est dans le périmètre. Là, ça ne posera pas de problème. Voilà. D'autres questions ?